Qu'est-ce qui, pour toi, distingue un dirigeant d'un homme ordinaire? Mais le dirigeant doit faire plusieurs choses par rapport à ses collaborateurs. La première chose, c'est bien entendu de donner une direction, fixer le cap, avoir une vision par rapport à ça, et surtout aussi la communiquer, parce que fixer un cap, choisir ce cap, c'est bien, mais si cette vision, si cette direction n'est pas communiquée au niveau des différents intervenants dans l'entreprise, l'objectif ne sera pas atteint. Pour y arriver, il faudra aussi, bien sûr, déléguer énormément, parce que ça, ce sera une manière d'arriver à l'objectif. On n'y arrive jamais seul. Et donc, ça, ce sont des ingrédients très importants pour les dirigeants d'entreprise. Fixer le cap, expliquer pourquoi on a pris ce cap-là, communiquer énormément autour, s'y tenir, ne pas se laisser finalement distraire par les moindres événements qui arrivent ou paniquer aux moindres événements. Si par contre il y a vraiment de très bonnes raisons de changer, il ne faut pas non plus avoir trop de fierté personnelle et accepter de dire on s'est trompé, on modifie le cap. Tu donnes le sentiment que décider est une œuvre collective. Mais je suppose qu'avant qu'elle ne devienne une œuvre collective, il y a une ou deux personnes qui doivent se forger une opinion et qui doivent décider. Et dans des situations, si on prend des situations de crise, j'imagine que décider n'est pas la même chose qu'en période normale. Alors, très bonne remarque. Il est évident qu'en situation de crise, une loi, je dirais, de 80-20 s'applique parfaitement. Je pense qu'il vaut mieux décider rapidement, fixer les gens sur leur sort, ou en tout cas leur donner une direction quand il y a des décisions à prendre entre la gauche ou la droite, quitte à prendre le risque d'avoir pris une décision qui ne soit imparfaite, mais malgré tout qui atteigne 80% de l'objectif. Ça, c'est un must absolu. Par contre, quand on a un peu de temps, il n'est pas d'une nécessité absolue, je dirais, de décider de manière rapide. Et après intervient le style de tout un chacun. Je crois que pour bien décider, il faut pouvoir se connaître aussi et savoir qu'on a des styles de préférence. Dans mon cas, par exemple, moi j'aime bien prendre des opinions. J'aime bien décider en ayant eu tout un faisceau, 360 degrés en fait, d'opinions, d'avis sur la question. Et quand on est dirigeant, il faut se méfier d'une cour qui parfois est un peu trop tentée d'aller dans le sens du poil. Et pour ça, il m'arrive assez fréquemment, de nouveau, quand on a le temps, quand on n'est pas dans une situation de crise, de prendre le contre-pied de ce que je pense vraiment être une bonne solution, pour m'assurer d'encourager des opinions différentes du mainstream, de la pensée principale. Une fois qu'on a récolté ça, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, on prend sa décision. Mais c'est important, d'abord, pour prendre une décision en connaissance de cause, et je crois que c'est valorisant aussi pour les personnes de savoir qu'elles ont eu droit au chapitre, et ce n'est pas un exercice théorique, c'est vraiment parce que j'aime entendre les différentes opinions. Il est important aussi, dans la phase après où on communique quelle a été la décision, d'expliquer pourquoi on a pris cette décision, d'expliquer aussi qu'une décision n'est jamais parfaite. Il faut accepter, quand on décide, qu'on fait un choix. Et choisir, c'est un peu mourir, c'est renoncer à une série de choses. Mais c'est aller plutôt vers les choses qu'on a décidé de mettre en avant. Et dans des décisions difficiles que tu as prises, quels sont les lieux, les personnes, les circonstances qui te ressourcent pour te donner une certaine paix et une détermination dans la décision à prendre? Je n'ai pas personnellement pour habitude de me retirer ou de consulter certaines personnes qui seraient des maîtres à penser. Non, quand il y a une décision, c'est avec l'équipe. Si on pense à une décision à prendre dans un caractère professionnel, ce sera avec le comité de direction, avec le cas échéant, bien entendu, aussi les membres du comité du conseil d'administration, en fonction de l'importance de la décision. Mais je crois que c'est avec ces gens-là qui connaissent bien l'entreprise qu'il est important de prendre sa décision. Et après, moi, ce que je fais, c'est me retirer, je dirais, mais quand je dis me retirer, c'est pas dans un endroit, c'est plus avoir un moment calme par rapport au quotidien. Je le fais d'ailleurs systématiquement de manière, dans mon agenda, je bloque tout, une fois par semaine, quelques heures qui sont littéralement marquées dans mon agenda bloc et où
bon, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas d'appel téléphonique, et où je passe du temps à la réflexion stratégique à long terme, mais aussi, évidemment, c'est le moment privilégié de trancher entre différentes options. Maintenant, quand on connaît mieux le business, quand on connaît mieux les gens, quand on a aussi... Parce que je pense que décider s'apprend. Si je prends un parallèle à titre privé, le premier achat important, par exemple une maison, quand on doit faire ça, c'est une source de tension. Souvent, on loupe les premiers achats parce qu'on se dit « oui, je l'aime bien, mais c'est cher, et puis il y a ceci et ça ». Et puis quand on a vu passer 10 maisons ou 15 maisons, il faut faire attention de ne pas tomber dans le travers inverse, mais je pense qu'on accepte plus facilement de prendre une décision importante, ou celui qui a peut-être eu la chance d'acheter 10 maisons, ben à la 11e, il aura aussi plus facile à décider. Donc pour revenir dans le cadre professionnel, on prend aussi l'habitude de décider, même si ce sont des décisions importantes, à coût de millions, simplement parce que même si son style préféré, dans mon cas, j'aime bien consulter, son style préféré, par exemple, de prendre le temps et de prendre beaucoup d'avis, c'est pour certaines décisions un luxe qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, soit parce qu'on est dans une situation de crise, soit tout simplement parce que c'est une méthode qui prend énormément de temps. Et donc si on a un certain confort avec la décision à prendre, on peut aller évidemment de plus en plus vite et il est plus nécessaire de se retirer. Qui dit confort, dit, je pense aussi, de sentir ce qu'on appelle l'intuition ou le jugement. Je crois que les bons chefs d'entreprise, les bons dirigeants ont aussi un bon nez. Ils ont ce que les Anglais appellent un judgment. Et c'est difficile à expliquer, mais il faut, par rapport à une décision, que même si rationnellement tous les éléments sont réunis, il faut en même temps qu'on le sente avec le ventre. Si à un moment donné on est entre guillemets poussé parce que rationnellement la décision à prendre est une décision qui va dans la direction A, mais qu'on ne le sent vraiment pas, je crois qu'il faut éventuellement postposer la décision. Inversement, je pense qu'il est aussi dangereux de ne faire confiance qu'à son nez, qu'à son jugement, qu'à son ventre. Parce qu'il y a vraiment alors un risque de devenir un baron, de se croire au-dessus finalement de tout et de se dire faites-moi confiance, j'ai l'expérience, ça s'appelle l'intuition, j'ai le métier. Non, je pense qu'il faut avoir en même temps l'humilité de continuer à avoir des avis qui sont des avis qui représentent vraiment 360 degrés, d'encourager, d'essayer de même recruter dans son comité de direction, dans ceux qui influencent une décision, des gens qui sont un peu le fou du roi, hein, qui se permettent de challenger, d'être beaucoup peut-être plus créatif ou d'être à contre-courant, parce que je pense que ça forge une bonne décision. Même si on ne va peut-être pas les suivre fréquemment, ça permet certainement de conforter le point de vue. Est-ce que ça veut dire, puisque tu crois très fort à la décision résultant d'un processus et décidant d'une maturation, que la constitution de l'équipe de direction ou du conseil d'administration est vraiment déterminante? C'est fondamental. En tout cas, les deux sont fondamentaux. Il y en a un en tant que dirigeant qu'on peut plus facilement influencer et choisir, c'est bien sûr la composante du comité de direction, mais à long terme également, le comité, les sous-comités d'un conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même et sa composition est très importante aussi. D'ailleurs, dans les règles de bonne gouvernance, il est évident qu'on essaye aussi d'avoir une bonne variété de profils et d'expertise autour de la table d'un conseil d'administration. Quels seraient les types de profils, grosso modo, que tu aimerais retrouver? Et moi, je crois beaucoup aux pairs, P-A-I-R-E, hein, donc à la combinaison finalement de talents, et j'essaye de trouver dans les gens qui travaillent avec moi, non pas le miroir, le miroir de ce que je suis, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est finalement un profil qui soit l'opposé de moi et pas le miroir dans le sens exactement la même chose, donc l'inverse de ce que je suis, pour justement avoir une bonne complémentarité. On constate souvent, et c'est humain parce que c'est plus confortable, qu'on essaye de retrouver des collaborateurs qui soient d'un profil semblable. J'essaye, je dis bien j'essaye, d'avoir plutôt le réflexe inverse, pour justement avoir de nouveau cette richesse au niveau de la décision.
avec malgré tout une certaine mesure, parce que si on a trop de profils différents et radicalement différents, ça demande énormément de temps au niveau de la gestion de ces personnes. En un mot, décider pour toi, ce serait quoi? C'est une bonne question, difficile de le résumer en un mot, mais c'est oser prendre la décision dans les moments critiques, mais toujours en ayant une idée derrière la tête sur le long terme qu'on veut obtenir. Donc oser. Oser. Et dans ce parcours d'audace, des échecs, tu les gères comment? Mais je pense que quand on a un échec, il faut d'abord toujours s'y préparer. Et pour s'y préparer, il y a pour ça le besoin de reconnaître qu'il n'y a pas de bonnes décisions, il y a de meilleures décisions que d'autres, mais il n'y a pas une et une seule décision. Et donc à partir du moment où on raisonne plus en termes de probabilité, il faut aussi accepter que dans certains cas, on n'a pas pris la bonne décision. Mais je crois que l'échec est beaucoup plus facilement, plus facilement gérable si on admet très vite qu'on est aussi en train de faire mauvaise route. Plutôt que de s'entêter à tout prix, de refuser l'échec, d'essayer de le mettre sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a même des best-sellers qui s'écrivent, il y a des interviews qui se font sur quels sont mes échecs. Donc je crois que la culture de l'erreur est plus communément acceptée aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de refaire 5 fois la même faute, de ne pas avoir appris de ces échecs. Mais je crois que sinon, c'est gérable. Oui. Je crois qu'il y a plus de stress au moment ou de tension au moment de la prise de décision que vraiment au moment de l'échec, sauf si on ne l'a pas vu venir. Mais si on a bien étudié la prise de décision, on sentira venir l'échec éventuel, parce qu'on sentira à un moment donné que parmi certaines options qu'on a envisagées, c'est une autre qui est en train de prendre réalité. Merci. Je t'en prie.